attendre quelques minutes les retardataires et puis on pourra commencer. Ah, ils m'ont entendu. Bien, ouais, je pense que nous allons pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux ce soir pour cette réunion publique où nous allons bien sûr retracer l'essentiel de 2024, mais surtout les perspectives de 2025, aussi avec des éléments nouveaux que l'on vous présentera, notamment sur les finances, avec une étude du cabinet KPMG. Où est le monsieur? Où il est passé? Ah, il est là, pardonnez-moi. Car nous avons souhaité faire valider nos ambitions. Mais avant tout, je vais donner la parole à Angélique, qui va nous présenter, Angélique, donc présidente de l'Office du tourisme, qui va nous présenter, pour toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas, notre nouveau directeur de l'Office du tourisme. J'en appelle Angélique. Oui. Très bien. Bonsoir à tous, tout d'abord. Il est vrai que nous avons eu un début d'année très riche à l'Office du tourisme des Deux-Alpes, puisque d'une part, la commune a repris sa compétence tourisme, et je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je serai tout à fait disponible juste après la réunion pour échanger avec vous. Et nous avons eu également le grand plaisir d'accueillir en ce début d'année Fabrice Pérez, donc, qui est notre nouveau directeur de l'Office du tourisme, qui va se présenter tout seul d'ailleurs. Voilà. Bonsoir à tous, je vais me présenter tout seul. Merci beaucoup de m'accueillir pour la première fois dans cette réunion publique. J'ai le grand honneur de faire un début pas de carrière, mais un début de saison aux Deux-Alpes, qui était vraiment une ambition depuis quelques années, où j'ai passé 5 ans au Carélis et surtout 22 ans à Courchevel. Et l'an dernier, au mois de juin, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, change non pas d'univers, mais change de dimension. Et je me suis dit, trouve un office de tourisme à diriger de grande envergure avec une station à grand potentiel. Et je crois que c'est naturellement que les Deux-Alpes, au bout d'un long recrutement, m'a fait confiance, et j'en remercie encore ma présidente, Angélique, qui m'a confirmé dans ses fonctions. Alors 4 mois, c'est pas beaucoup, évidemment, c'est très très peu de recul. Je suis là depuis le 6 janvier. Par contre, j'ai envie de dire pas déçu, voire pas du tout déçu par les enjeux. Ma première grande cérémonie, c'était grâce à la SATA, évidemment, au mois de janvier avec l'ouverture du Gendry. Et ce projet qui m'a tout de suite fait comprendre que la destination nourrissait des ambitions vraiment importantes, qu'elle engageait un avenir différent, durable aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, je remercie la SATA pour l'accueil aussi, comme la collectivité, quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à un moment clé de la destination des Deux-Alpes. Et j'espère bien y apporter ma contribution en apportant ce que je sais faire en tout cas le mieux. C'est donner du sens, encore plus de sens aux destinations, renforcer leur ancrage et surtout faire partager à nos vacanciers nos valeurs de montagne, notre histoire, notre culture. Même si on a une clientèle internationale, ils sont sensibles à ça. Et c'est un des axes sur lesquels j'aimerais travailler avec tous les sociopros de la station pour que les Deux-Alpes continuent dans cette destinée qui s'annonce quand même très très prometteuse. Et je suis ravi
et honoré d'être parmi vous aujourd'hui et d'œuvrer sans relâche pour que les Deux Alpes continuent à grimper vers les sommets. Voilà, je ne serai pas très long. Je vous souhaite une bonne réunion publique. Eh bien, merci Fabrice. C'est vrai que Fabrice a donné une nouvelle énergie à la commune, de par sa visite aussi, de par sa simplicité et de par son humanité, que l'on peut saluer, puisque j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens, cher Fabrice, et c'est important d'être proche des gens. Sans plus tarder, on va commencer cette réunion. Alors, je vais vous faire un petit discours d'introduction. Après, nous passerons bien évidemment à tous les projets réalisés en cours et à venir. Alors, mesdames et messieurs, c'est une introduction un peu forte, mais je tenais à vous faire part de beaucoup de choses au niveau de la commune. Depuis notre arrivée 2023, nous n'avons eu qu'une seule et unique ambition, celle de faire prospérer notre commune et notre station. Les enjeux à cette époque étaient de taille, car à cause de l'instabilité politique des années précédentes, nos équipements publics vieillissaient et nos structures touristiques étaient à l'abandon. Sans être trop long dans ce début de réunion, je voulais vous dire aujourd'hui que des nombreuses manipulations politiques engagées depuis notre arrivée et ayant pour but de nous déstabiliser s'étaient largement, mais très largement intensifiées ces derniers temps. On ne se bat plus avec les mêmes armes, mesdames et messieurs. Pendant que nous parlons de projets et d'avenir, certaines personnes se battent à coups de flyers distribués sur les pare-brises des voitures, avec des pétitions en ligne en nous traitant, surtout me traitant, de mafieux, et d'autres, quant à elles, pensent faire bonne figure en déposant plainte en gendarmerie sur toutes les délibérations que nous avons prises depuis notre investiture. Ils doivent se dire, on ne sait jamais, peut-être que sur un malentendu, eh bien ça peut marcher. Mais malheureusement pour eux, toutes ces plaintes, je dis bien toutes ces plaintes, déposées en gendarmerie, ont été classées sans suite. Alors tout cela pourrait faire sourire, mais le problème est que vos élus sont aussi des êtres humains avec des sensibilités et que les enjeux aujourd'hui pour la commune, la station des Deux Alpes, sont majeurs. Leur but, ne pas nous voir réaliser les projets en cours, car non seulement, là aussi, ils ne peuvent pas comprendre qu'une personne comme moi puisse avoir dénoué tous ces problèmes alors qu'eux n'y sont jamais arrivés. Mais en plus, on dirait qu'ils veulent entraîner la station non seulement dans une nouvelle instabilité politique, mais aussi une instabilité économique. Pour moi, mesdames et messieurs, et pour toute l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, il n'y a qu'une démocratie. Cette démocratie doit se jouer dans les urnes et non pas dans la volonté de nuire à son prochain. Et pour terminer, je voulais juste rappeler à nos détracteurs et détractrices que nous sommes une équipe soudée, honnête et courageuse et que nous irons jusqu'au bout. Merci, excusez-moi pour ce petit discours d'entrée, mais c'était important que l'on puisse en parler ce soir. Merci à tous ceux qui ont applaudi. Allez, on va passer dans le vif du sujet ce soir. Je voulais juste rappeler, bien évidemment, toutes les réalisations de 2024 et surtout qu'on n'en oublie pas certaines parce que la mémoire est souvent très courte et je me tiens à m'efforcer de rappeler tout le travail que votre équipe, que l'équipe d'élus a fait jusqu'à présent pour réussir tout cela. Première chose, vous en rappelez certainement le protocole que nous avons réalisé avec la société Deux Alpes Loisirs, filiale de la CDA, qui nous a permis, bien évidemment, de racheter la piscine patinoire, mais aussi, il faut que tu passes ta diapo, je pense, non ? Mais aussi tous les terrains en bien propre de Deux Alpes Loisirs. Je rappelle que si nous avions échoué aujourd'hui, et je regarde notre directeur général de la délégation de services publics, eh bien il n'y aurait pas de 3S. Le 3S n'aurait pas pu se faire, puisque c'était le 3S, la gare du départ, était sur un terrain bien propre à Deux Alpes Loisirs.
Ensuite, le parking des glaciers. Le parking des glaciers, et bien sûr, c'est stationnement payant. Ce parking des glaciers de 300 places, je rappelle que, sauf erreur de ma part, nous sommes les seuls à avoir amené à la station des Deux Alpes un parking de 300 places. Les stationnements payants, oui, très impopulaire au début, puis finalement, ça a retourné pas mal, hein, Xavier, si tu peux te rapprocher de moi, parce que c'est bien que tu causes aussi, toi. Je rappellerai que pour le stationnement payant, on l'a constaté tout l'hiver, il n'y a qu'un inconvénient au stationnement payant. Le problème, c'est qu'il faut payer. C'est ça l'inconvénient. Payer pour garer sa voiture sur le domaine public. Sinon, les avantages sont beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux, car le premier est que nous avons retrouvé de nombreuses places sur le domaine public. Toutes les semaines, depuis la mise en place de ce stationnement payant, eh bien moi j'ai pris ma voiture et j'ai essayé de voir la réalité des choses, voir si on pouvait se garer, si on pouvait trouver de la place. Et même pendant les plus fortes semaines de la saison d'hiver, j'ai pu me garer à moins de 50 mètres du lieu où je souhaitais aller. Donc pour moi, ça, c'était une réussite. La deuxième, c'était, vous vous rappelez, nous avions dit que nous voulions lutter contre les courts trajets. Eh bien, ça a été une réalisation puisqu'on a pratiquement divisé la circulation sur la station des Deux Alpes par 3, donc qui nous a permis de lutter efficacement contre ce flux de voitures incessant, contre cette pollution. Vous vous rappelez, depuis de nombreuses années, on parle de gaz d'échappement aux Deux Alpes, aujourd'hui c'est fini. Donc grâce à cette mesure. Ensuite, la troisième, et pas des moindres de cette mesure, est bien sûr le retour financier. Derrière, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et nous vous le présenterons après, nous sommes à un retour de 1,5 million à peu près sur les stationnements, qui évolueront aux alentours de 2 millions sur la fin de l'année civile. Ce qui va nous permettre, bien évidemment, alors vous voyez un petit peu toutes les stats, hein, Xavier, si tu veux, n'hésite pas à intervenir. Hein. Juste un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. On a eu un sujet qui était très épineux et très important, c'était le stationnement à 1800. Et il s'avère que le stationnement de 1800, qui inquiétait beaucoup de monde, et ben au final, il a inquiété personne. Il y a eu de la place quasiment tout l'hiver pour pouvoir se garer à 1800. Donc c'est plutôt une réussite, surtout sur ce secteur. Alors effectivement, tu as raison, parce que la majorité des habitants du village d'Iblisson, au début de la mesure, voulaient me pendre. Et puis on m'a dit non, finalement, il ne faut rien bouger, parce que je voulais proposer des améliorations, ou peut-être voir ce que l'on pouvait faire ensemble. Mais nous a dit surtout, ne bougez rien pour l'instant. Alors il y a 2-3 petits trucs à revoir, que l'on reverra, bien entendu, parce que ça évoluera. Hein, tout ce qui pourra être modifié, eh bien, on œuvrera dans ce sens-là. Donc je parlais des avantages. Les avantages financiers, comme je le disais, ça nous aide à payer, à financer les transports, hein, une délégation de service public, et ça nous aide aussi bien dans tous nos projets. Voilà. Cette année 2024 a été marquée, et je me retourne vers SATA, bien sûr par l'ouverture du Gendry Express, le fameux 3S. Alors j'ai repris une petite phrase là, qui avait été dite à l'occasion, il y a quelques années en arrière. Eh bien, oui, effectivement, nous sommes sortis de la préhistoire pour passer à l'ère moderne aux Deux Alpes. Et j'en remercie SATA aujourd'hui et toute leur expérience, mais aussi tout leur investissement, parce que comme je dis souvent, l'avantage, c'est que c'est eux qui payent. Merci SATA. Juste un petit... Pardon. On peut les applaudir. Juste un petit commentaire. Le graphique qu'on vous présente là, les colonnes de gauche en bleu, c'est le remplissage de la station en termes de voitures. Et en rouge, c'est le même graphique, mais avec les stationnements payants. Donc on se rend quand même compte que nos détracteurs annonçaient qu'il fallait absolument faire un parking de 900 places parce qu'on n'avait pas assez de places de stationnement sur la station. Eh ben, on a dû trouver une autre solution, mais ça a l'air de fonctionner. Ouais, mais tu as raison de souligner ça. Sur la station des Deux Alpes, en fait, on est passé de 120% de taux d'occupation sur les stationnements à 75, c'est ça, j'arrive pas trop à voir, mais c'est pas marqué dessus, à 70 ou 75%. Autant dire que malgré le stationnement perpendiculaire qui annonçait une catastrophe à venir, eh bien vous n'avez plus vu ni des voitures garées sur les passages piétons, ni des voitures garées sur les trottoirs et ainsi de suite. Là, c'est vrai que ça s'est réorganisé et on a pu reprendre une bouffée d'air sur les Deux Alpes. Merci d'avoir souligné ça, Xavier.
Alors, je tiens à m'excuser, j'ai fait une erreur sur le protocole d'entrée. Mon cher Gilles, j'ai oublié de t'annoncer, car nous avons la présence quand même de notre conseiller départemental présent ce soir pour cette réunion publique, et bien sûr du directeur général, Fabrice Boutet, de SATA. Pardonnez-moi pour cette erreur, et je viens d'y penser, c'est pour ça que je voulais rectifier. Non? Ah bon. Bien, tout en continuant dans tout ce qui se produit et va se produire, nous avons aussi œuvré sur les logements permanents. Logements permanents, il y a bien sûr l'ancienne école du village de Cuculé, qui est en travaux en ce moment et qui, à l'intérieur, va se faire deux logements qui seront accessibles en principe pour début décembre. Nous avons déjà des familles avec enfants qui se sont proposées pour louer ces logements. Avec des enfants, c'est la priorité, puisque vous vous rappelez que l'on veut aussi sauver les écoles des villages, et c'est notre objectif. Au CAIA aussi, en accès à la propriété, avec bien sûr une particularité, c'est que sur Ocaia, nous y avons mis des clauses anti-spéculatives, bien évidemment, pour éviter la revente à but lucratif et l'obligation que ce soit des résidences permanentes. Donc là, ces logements sont en vente, il y a pas mal de publicité faite là-dessus. N'hésitez pas, on recherche encore des gens qui veulent bien accéder à la propriété. Et en plus, vous êtes dans le plus beau village de France avec une super vue tout autour. Il faut vite y aller, n'est-ce pas Xavier? Tout à fait. Sur Venosque aussi, alors sur Venosque, je parle sous le contrôle du maire délégué qui s'est caché je ne sais pas où, qui est là. Voilà, sur Venosque, alors pour permettre aussi cette installation de nouvelles familles, alors on a essayé de presser le mouvement en achetant des logements, bien évidemment, sur l'immeuble du refuge à bord de la rue, mais aussi et surtout sur le projet de la cure qui est lancé et qui va accueillir 3 logements, si je ne me trompe pas, plus une salle communale. Voilà. Et ça, c'est prévu pour début 2026, Michel. Hein. Les travaux sont déjà tout engagés. Donc là aussi, c'est pareil, c'est pour le bien-être de nos villages et conserver nos écoles. Concernant les logements, on en est là. Ensuite, eh bien, nous avons travaillé sur une multitude de sujets, bien entendu. Je ne sais pas pour ceux qui s'en rappellent, mais dans notre campagne électorale, nous avions dit que nous allons revaloriser, je ne vais plus y arriver, nous allons améliorer la vie quotidienne de nos fonctionnaires et de tous nos employés qui travaillent à la mairie. C'est chose faite aujourd'hui, puisque la mairie a pris en charge de façon plus importante les tickets restaurants, a donné une prime de mobilité aussi à chaque employé de la mairie, a apporté ce qu'on appelle un CIA, vous savez, c'est les formules hyper techniques là, de l'administration. En fait, c'est des primes de revalorisation par mérite, ce qui nous a produit une augmentation globale sur le budget, bien évidemment, et là, en fonctionnement, d'à peu près 800 000 €. Et je parle sous le contrôle de notre directeur général. Hein, n'hésite pas à faire comme ça ou comme ça, hein, Jean-David, si je dis des bêtises. Voilà, mais c'était un enjeu de toute l'équipe sur lequel nous étions engagés et nous l'avons réalisé. Sujet suivant aussi qui va dans l'ensemble avec les parkings, eh bien, c'est la mobilité sur la station et sur nos villages avec la nouvelle délégation de services publics. Et pour ça, qui de mieux pour en parler que le chef des bus, Xavier Sillon, qui va nous parler justement de cette délégation de services publics. Et Xavier, je te donne la parole 2 minutes, le temps que j'aille boire un verre. Mais je vous rassure, je ne les conduis pas. Pas de bêtises. Donc le service de navette. Donc du coup, on avait pour idée de partir sur une délégation de services publics. Et après, je vous expliquerai pourquoi et quels sont ses réels avantages. Donc le délégataire, c'est Résalpes. Au total, on a 9 circuits de navettes gratuites de 7h à 23h. Et ces navettes, elles se complètent également sur les villages avec des navettes qui ont relativement bien fonctionné au départ de Mont-de-Lan, ainsi que sur Venosque, avec une liaison Bourdoisan-Venosque. Par la même occasion, on s'est retrouvé avec quelques aléas, la coupure de la route de Venosque, et du coup, on a pu modifier les circuits de navettes
et créer un réseau intramuros sur Venosque de départ de la télécabine pour venir au village ou même sur les hameaux. Donc le choix de passer à une délégation de service public, ça, vous l'aurez compris, ça permet d'atteindre un standard élevé en matière de service, une fréquence de passage, bien sûr d'éco-responsabilité parce qu'on a augmenté le nombre de navettes électriques et surtout une gestion des coûts. Ce réseau très complet, aujourd'hui, coûte à la commune 2,1 millions sur une durée qui est de 7 ans pour cette DSP. Et si on prend un petit comparatif sur le passé, on était à 1,7 million pour un service qui, on va dire qu'il n'en était pas un, ou du moins qui n'était vraiment pas satisfaisant. Aujourd'hui, par le passé, on avait en gros 20 réclamations par mois. Après, on est passé à 20 réclamations par jour. Non, c'était 20, le premier c'était 20 par jour, oui, le deuxième 20 par mois et le troisième 20. Après, on a 20 réclamations à la saison. Mais il y a quand même eu un gros changement entre la prestation offerte par VFD et celle aujourd'hui proposée par Resalp. Donc on a une vraie sensibilité, une vraie écoute sur les usagers. Et les retours qu'on a aujourd'hui sont plus que satisfaisants. Par contre, ça n'a rien à voir avec le transporteur. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de VFD. Moi, j'en étais un, mais je ne suis plus. C'est surtout au niveau du contrat avant et aujourd'hui en délégation de service public. Tout à fait. Après, sur l'usage de ces navettes, le nombre de personnes transportées le matin sur la navette qui fait Mont-de-Lan-Deux Alpes, on est à 1000... On est exactement à 12 800 passages sur Mont-de-Lan village. Vous imaginez? Donc il aurait fallu 10 ans pour avoir ce chiffre-là avec l'ancien contrat. Voilà, sur les navettes, j'ai fini. Eh ben, merci Xavier, mais bon, j'espère que c'est quand même un réseau de transport de 7h à 23h, tu l'as souligné. Vous vous rappelez, avant, ça s'arrêtait à 19h et il y en avait une qui allait jusqu'à 21h. Là, jusqu'à 23h, ça a grandement permis de poser et de laisser la voiture à la maison et de pouvoir aller au restaurant et de pouvoir bouger sur la station des Deux Alpes. Et par exemple, si on allait au restaurant, on pouvait revenir avant 23h, il n'y avait aucun problème. C'est ça, et puis une diminution quand même du nombre de véhicules sur la station. Voilà. Après, bien évidemment, nous sommes une station touristique, il y a du monde. On a battu les records encore cette année, avec 22 000 passages sur une journée aux remontées mécaniques. Donc forcément, ce sont des bus, et forcément, à un moment donné, ces bus étaient surchargés. Ça, c'était uniquement dans les périodes fortes, on l'a souligné ce matin, Xavier. Bien évidemment, ça coincera toujours, à moins de mettre 10 bus à la queue leu dans les gros horaires, mais là, ça devient un peu plus compliqué. Mais globalement, vu les retours de l'Office du tourisme, Fabrice, vu les retours aussi de l'ensemble, parce qu'on surveille aussi un peu les réseaux, c'était relativement positif au niveau des transports. Après, on aura peut-être quelques aménagements sur les horaires, mais certainement. Mais voilà, on ajustera au coup par coup quand on aura aussi analysé les retours de Resalp. Oui, tout à fait. Voilà en ce qui concerne cette délégation de service public. Maintenant, on va passer à ce qui motive tout ça et ce qui nous permet de les financer, c'est les finances de la commune, c'est les budgets de la commune. Alors, je voulais juste rappeler que lors de notre arrivée et afin d'assurer la mise en œuvre des projets municipaux, il nous a d'abord fallu optimiser les finances qui nous paraissaient trop opaques pour nous permettre de juger l'efficacité des services. Désormais, nous sommes en mesure d'identifier des budgets et des dépenses précises pour chaque service dans une logique d'optimisation et de responsabilisation. En d'autres termes, nous savons quels montants sont attribués à chaque service et dans quel projet du plan de mandat que nous avions présenté, ils seront investis. Notre budget aujourd'hui, que je vais demander à notre directeur général de présenter, s'élève à hauteur de 48,8 millions d'euros. Et nous sommes allés plus loin, vous allez le voir un petit peu, vous allez le voir juste après, où le cabinet KPMG, mais je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle maintenant, parce que ça a changé, c'est plus KPMG, c'est Rich, a fait cette analyse.
parce que nous, notre souhait, c'est bien sûr de faire valider nos ambitions par justement des experts et donc par ce fameux cabinet. Et la transparence, ça va mieux, la transparence est de mise. Voilà, mesdames et messieurs, je vais demander à Jean-David de nous présenter très rapidement cette première partie. Après, on aura une deuxième partie avec monsieur pour faire une synthèse. Alors, vous verrez, ça dure une quinzaine de minutes, mais c'est très intéressant. Et là, comme c'est indépendant, on ne peut pas mentir. Voilà. Jean-David. Merci, monsieur le maire. Donc bonsoir à tous. Donc le budget cette année, c'est la première fois qu'il a été reventilé de cette manière-là. Donc vous l'avez devant les yeux, un budget d'environ 50 millions d'euros. Je précise que c'est avant budget supplémentaire qui va être voté d'ici le 30 juin, qui aura quelques modifications, mais c'est vraiment le sujet sur la structure budgétaire qui compte. Pour plus de transparence, comme vous l'avez expliqué, monsieur le maire, on a 8 sections qui sont dévoilées devant vos yeux. Donc on a une section sécurité et sûreté communale, donc, qui est plutôt liée à la police municipale et aux problématiques liées à la sécurité sur voirie comme l'éclairage public. On a la thématique mobilité qui vous a été présentée juste avant. L'habitat, l'action sociale et la santé, l'enfance et la jeunesse, le tourisme, sport, activités de montagne, l'aménagement urbain et milieu naturel, vie de la commune et culture et patrimoine. Ce qu'on peut voir dans cette structure budgétaire-là, c'est qu'on peut la découper en 4 fois 25%. Donc un gros 25% qui est dédié à la vie de la commune. La vie de la commune, c'est quoi? C'est le fonctionnement des services, c'est les investissements courants pour faire fonctionner l'ensemble des services administratifs de la mairie. Vous avez un deuxième gros volet qui est dédié à l'aménagement urbain et au milieu naturel, donc avec un budget d'investissement qui est le plus conséquent. Qui reprend notamment l'entretien des voiries, le projet de l'avenue de la Muselle qui vous avait été présenté en avril dernier, et de manière générale tous les projets qui sont liés aux aménagements urbains. Le tourisme, sport et activités de montagne, c'est là-dedans qu'on va retrouver par exemple le projet de réhabilitation de la piscine patinoire qui est donc budgété sur cette année. Et ensuite les budgets, on va dire, un peu moins développés. Donc le pôle enfance et jeunesse qui lui a surtout besoin de ressources pour fonctionner. On parle de la LSH, donc le centre de loisirs sans hébergement, et le pôle enfance multi-accueil, donc la crèche Bonhomme de Neige et la garderie. L'habitat social, l'action et la santé concerne, elle, plutôt l'acquisition des logements et la politique logement que monsieur le maire vous a présenté juste avant. La mobilité, je ne la présente plus. La sécurité, donc je vous l'ai évoqué. Et un très petit budget culture et patrimoine, mais qui a somme toute le mérite d'exister, dont il faut parler. Simplement un élément sur la vie de la commune, parce qu'après on va le voir un peu plus en détail. Donc on a quand même une charge sur les ressources humaines qui pèse assez fortement. Et comme le veut le cadre réglementaire, c'est les dépenses de fonctionnement et notamment les ressources humaines qui doivent être surveillées de près. Parce que c'est elles qui notamment impactent fortement nos ratios, nous permettent de lever de l'emprunt et d'avoir des capacités d'investissement. Cette année, on est pris au piège par l'État. L'État qui nous soumet à la ponction de ce qu'on appelle le DILICO. Alors, je vous le fais en français, dispositif de lissage conjoncturel des finances pour les collectivités territoriales. En gros, je pense que vous l'avez vu dans la presse, l'État doit récupérer 1 milliard de recettes et il a fléché 250 millions dans les communes, 250 millions dans les intercommunalités, 225 millions dans les régions et 275 millions dans les départements. Donc Jean-Pierre Barbier en a beaucoup parlé en Isère. Son budget départemental, il est impacté de 36 millions d'euros. Chez nous, sur la commune des Deux-Alpes, on est autour de 170 000 euros qui disparaissent et qui vont dans les caisses de l'État pour boucher les trous de l'État, pour le dire assez directement. Et deuxième effet qui nous est aussi imposé par l'État, c'est boucher le trou de la Sécu des retraites des fonctionnaires, donc ce qu'on appelle chez nous le CNRACL, donc la Caisse nationale des retraites des allocataires des collectivités territoriales, ou des collectivités locales, le L, pour ceux qui sont puristes. En gros, l'État nous impose 3% d'augmentation sur ces caisses d'assurance vieillesse pour l'année 2026,
pour l'année 2025, l'année 2026 et l'année 2026. Donc on avait un prélèvement aujourd'hui qui était de l'ordre de 31%. Cette année, on va passer à 34%, l'année prochaine, on passe à 37%, et l'année d'après, on passe à 40%. Donc il y a un impact très fort sur les ressources humaines et qui nous oblige à, d'une part, surveiller et vraiment être attentif à tous ces dispositifs qui évoluent à l'année, hein, parce que l'année dernière, il n'y avait aucun de ces dispositifs. Avec le projet de loi finance 2025, ces dispositifs sont en place et on ne peut rien faire, on est obligé de s'y adapter. Et à partir de l'année prochaine, qui sait ce que nous réserve l'avenir en 2026 ? On ne le sait pas, mais on porte une attention particulière au fonctionnement. Et le but étant vraiment de réduire, de surveiller les dépenses de fonctionnement pour pouvoir investir et permettre au territoire d'une part rattraper son retard, le retard que vous avez évoqué, monsieur le maire, en début de séance, et aussi de pouvoir investir à la hauteur d'une station internationale comme les Deux Alpes. C'est à peu près 300 000 € qui partent cette année. 300 000 €, donc entre les caisses d'allocation retraite, le DILICO et les augmentations globales qu'on a, dont je vous passe, qui pèsent à peu près 2% par an. Voilà. Eh bien, Jean-David vous a tout dit. Maintenant, on va vous parler de cabinet d'expertise, du cabinet Rich, monsieur Gattegno. Alors, je ne sais plus si c'est Gattegno ou Categno. Gattegno. Hein. Allez, monsieur Gattegno, on vous donne un micro et on vous laisse faire la transparence des finances publiques à notre place. À votre place, je ne sais pas. Bonsoir à tous. Vous m'avez lancé le challenge. Je vais essayer de le remplir en un quart d'heure, de ne pas vous ennuyer et pourtant de parler de chiffres pendant un quart d'heure. Donc, je démarre pour ne pas perdre plus de temps. Juste pour dire qu'effectivement, le cabinet KPMG, c'était 12 500 personnes en France. Il y en a 8 000 qui continuent à s'appeler KPMG et qui font de l'audit. Et qu'il y en a 4 500 qui s'appellent désormais Ridge, dont je fais partie. Donc on a signé sous KPMG, mais maintenant je suis Ridge. Et on fait du conseil. Toute la partie expertise comptable, c'est séparé de la partie audit dans notre grand cabinet. Voilà. Alors, première chose, on va regarder un peu le passé. Et dans le passé, entre 2022 et 2024, la commune a eu des recettes qui ont augmenté de 4,5 millions. On le voit tout en bas, 26 137 000 qui sont passés à 30 millions. On a eu une recette exceptionnelle en 2023 parce qu'il y avait une grosse provision de 5 millions qui avait été faite. Mais donc, en gros, c'est 4 millions, un fort dynamisme des recettes. Pourquoi gros dynamisme ? Un, c'est la fiscalité, parce que les bases fiscales augmentent beaucoup, parce que l'État a indexé aussi le coût des impôts. Il n'y a pas eu d'augmentation particulièrement des impôts de la commune, mais c'est les bases qui ont augmenté, liées aux nouvelles constructions et à la revalorisation de l'État. Et puis, il y a les délégations de services publics, que ce soit SATA, que ce soit les restaurants d'altitude, qui ont aussi une recette un peu significative, plus 0,8. Globalement, 4,5 millions en 2 ans. Ça, c'est les recettes. Et si je passe aux charges, les dépenses, elles ont fait 3 millions. Donc, elles ont moins progressé que les recettes, 4,5 millions d'un côté, 3 millions de l'autre, même si les charges, ça a été rappelé tout à l'heure, elles ont eu des fortes progressions. Les dépenses courantes, plus 29% en 2 ans, la masse salariale, plus 22% en 2 ans. Donc vous voyez que globalement, il y a eu des fortes évolutions, tant de la masse salariale que des dépenses, mais ça a été grâce à la dynamique des recettes. On va voir le tableau d'après. Finalement, l'écart entre les recettes et les dépenses, on appelle ça EBE dans notre jargon, vous vous en foutez, vous avez bien raison, mais il y avait 5,5 millions entre les recettes et les dépenses au départ, avant de rembourser la dette. En 2024, il y a 7 millions. Donc on a amélioré la situation de 1,5 million parce que les recettes allaient plus vite que les dépenses. Et une fois que la dette a été payée, il restait 3,8 millions en 2022 et il restait 4,970 000, quasiment 5 millions en 2024, ce qui représente 8% des recettes, ce qui est un ratio correct, voilà, qui est plutôt bon. Entre 2022 et 2024, le tableau du bas, vous avez les dépenses d'équipement, c'est la montée en puissance des dépenses d'investissement de la commune, 3 millions, 7,8 millions, 8 millions. Donc on voit bien que la commune augmente sa montée en puissance, puis là cette année on va être sur des niveaux supérieurs à 20 millions, donc globalement les investissements progressent. La commune a fait appel à l'emprunt,
3 millions en 2022 et 9,6 millions en 2024. Peut-être un peu par anticipation, parce que quand on regarde la trésorerie, elle était à 10 millions en 2022, elle est à 12 millions en 2024, qui est la dernière ligne. Donc on a mobilisé 9 millions un peu par avance, puisqu'on a à la fin 12 millions, on aurait presque pu les emprunter en 2025. Donc 2022-2024, des bonnes années, des recettes dynamiques et des charges certes dynamiques, mais moins importantes que les recettes. Année 2025, on est dans un circuit un peu différent, parce que globalement, les recettes augmentent de 3,1 millions. Déjà, la fiscalité est moins dynamique. d'ILICO, base fiscale réindexée de 1,7 au lieu de 7% certaines années par l'État. Et globalement, on a 870 de croissance de produits au lieu de 2,2 millions les années antérieures, sur les 2 années antérieures. On a des recettes qui viennent des restaurants d'altitude qui baissent parce qu'il y a des travaux sur panneau-bar et puis sur la FE et non pas la G. Et puis, par contre, ça a été dit tout à l'heure, vous avez décidé de récupérer l'Office du tourisme qui était préalablement une compétence de la communauté de communes de Loisan. Donc désormais, c'est vous qui la gérez directement. Donc c'est vous qui versez la subvention à l'Office du tourisme, c'est vous qui avez la taxe de séjour et qui la reversez à l'Office du tourisme. Et donc, par ce biais-là, on a des croissances de charges et des croissances de produits un peu particuliers puisque vous avez récupéré une compétence. Donc, quelque part, la CCO, elle est embêtée parce qu'elle dit je veux bien que vous repreniez l'Office du tourisme, mais moi, je n'ai pas le droit, juridiquement pour l'instant, de vous redonner l'argent que je mettais à l'Office du tourisme. Donc, vous avez trouvé un compromis avec la communauté de communes qui, pendant 3 ans, vous verse ce qu'on appelle des fonds de concours à hauteur de 2 millions. On verra que par la suite, c'est un accord 25, 26, 27 et 28. L'idée, et vous avez déposé un amendement ministériel pour faire en sorte que si la communauté de communes donne l'Office du tourisme, donne la compétence Office du tourisme à la commune, qui coûte environ plus de 3 millions par an, d'argent public plus les recettes propres, il faut que la communauté de communes, elle vous donne les moyens aussi à la commune de le faire. Et vous avez donc déposé un amendement pour que ça puisse être le cas, ce qui aujourd'hui, vous avez trouvé un artifice, puisque la communauté de communes vous donne 3 ans les 2 millions, mais par la suite, il n'y a pas de garantie. Donc on va en reparler dans la prospective. C'est un élément à partir de 2028. Vous espérez évidemment que l'amendement puisse aboutir de façon à vous garantir ces 2 millions de la CCO sur le moyen terme, ce qui serait normal. Et si ce n'est pas le cas, on verra éventuellement ce qui se passe. Je repasse donc quelque part des recettes en plus, des charges en plus, mais du coup l'épargne, je vous avais dit que c'était amélioré, l'écart entre les recettes et les dépenses se dégrade en 2025 de 1,1 million. Donc on a des charges qui vont plus vite que les recettes. Une annuité, comme on a emprunté 9,6 millions, qui progresse, pas énormément, parce que vous avez une annuité ancienne qui se dégrade très vite, et donc l'annuité n'augmente que de 170 000 euros. Et l'épargne nette, c'est-à-dire ce qui vous reste, une fois que vous avez payé votre emprunt, l'année dernière, en 24, il restait 2 550 000. Cette année, on serait plutôt autour de 1 million, 1,1 million. Et là, on arrive à 3,2% des recettes qu'on met de côté une fois avoir payé la dette, et on commence à être limite financièrement. L'année 2025 ne sera vraisemblablement pas une excellente année. Et donc, l'idée, c'était, et vous le saviez, c'était de voir comment gérer ces éléments-là par la suite. Vous avez une politique d'investissement importante, parce que vous avez des projets, vous avez des piscines à réhabiliter, que ce soit celle de Vénos, que celle de la Croisière. Vous avez... j'ai pas... La Croisette, voilà. C'est encore plus joli. Et puis vous avez l'Office du tourisme, vous avez des projets par rapport à une maison de santé, donc vous avez tout un ensemble de projets qui font que, globalement, il y a une politique d'investissement qui est de 75 millions d'ici 2032 dans la prospective. Et on va devoir à nouveau recourir à l'emprunt. Et donc, ce qui est très important, comment on va réussir à le financer? Il y a 2 moyens de le financer, parce que la commune a de la chance d'avoir une dynamique fiscale relativement importante, naturelle, et donc on va voir que les recettes pour les prochaines années vont aller plus vite que les dépenses
parce que vous avez aussi l'envie, et vous le savez, après avoir fait une mise à niveau dont vous avez parlé, de maîtriser fortement vos charges d'exploitation, de charges de personnel. Et donc, désormais, les recettes vont aller plus vite que les dépenses d'une part, et on a une dette ancienne qui se casse la figure, qui va nous permettre de réemprunter sans payer plus d'annuités. Donc il y a une politique d'investissement importante et dont on va voir qu'elle va être finançable par ce que je viens de vous indiquer en termes de stratégie financière à moyen terme. Alors, juste pour vous dire qu'en 2025, 23 millions d'investissements prévus, 18 hors les restes à réaliser, ce qui restait à finir de l'année dernière, 26, vous avez prévu 12 millions, 27, 12 millions, 28, 10 millions, et puis une fois que ces gros projets sont sortis, on arrive sur des rythmes de croisière qui sont plutôt de 5-6 millions, puis 2032, on est à 2,6 millions, on verra bien, d'ici 2032, il y aura bien de l'eau qui aura coulé sous les ponts, c'est difficile de l'imaginer, mais en tout cas une politique, on a vu par rapport aux dernières années où on était à 3 millions, 8 millions, une politique d'investissement importante dans les prochaines années qu'on a intégrée dans la prospective. Alors, sur l'évolution des charges, la stratégie, c'est globalement une maîtrise des charges importante pour les prochaines années. En 2025, les charges à caractère général, c'est tout ce qui est carburant, achat d'assurance, tout sauf le personnel, ça fait 11,2 millions. L'année prochaine, l'idée, c'est que ça fasse que 10,4 millions. Ah, vous allez me dire comment tout d'un coup il arrive à économiser. Ben, il arrive à économiser parce que cette année, il y a beaucoup de locations pour des équipements éphémères, que ce soit la patinoire, que ce soit les piscines, et que ça, on va économiser déjà 750 000 de locations en moins sur ces équipements-là, puisque vous aurez les propres à vous, et donc il n'y aura plus besoin de faire ces locations-là. On a aussi, en ce moment, un niveau d'honoraires d'études qui sont importantes liées à la restructuration et qui devraient baisser l'année prochaine. On a aussi des transports cette année, vous avez parlé de la délégation de service public, mais on a maintenu sur le début d'année un doublon sur la ligne avec Mont-Gland, puisqu'il y a à la fois la délégation qui fonctionne et à la fois les anciennes lignes qui continuent à fonctionner, qui s'arrêteront. C'était une période transitoire, mais il y aura cette ligne qui va réduire le coût des transports pour l'année prochaine. Et puis, il y avait depuis 10 ans, vous deviez payer de la taxe foncière à la DDFiP parce qu'il y avait 800 000 euros qui étaient dus, qui avaient été étalés, et ça aussi, ça va s'arrêter l'année prochaine. Donc, il y a tout un ensemble de circonstances qui font que 2025 est élevé et que 2026 devrait être un peu plus faible. Voilà. Juste pour signaler le prélèvement à la DGFiP, en fait, c'était sorti de l'emprunt toxique de la commune de Mont-Blanc à l'époque, où on avait réussi à négocier 160 000 euros échelonnés sur 10 ans. Et là, comme vous l'avez dit, ça arrive à terme aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, 11,2 millions, 10,4 millions. Puis après, on a pris 2% par an. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que désormais, il y ait alors qu'on a fait, vous l'avez vu, des niveaux de 29% en 2 ans, il y a une mise à niveau. L'intention de la mairie, c'est de dire, à partir de maintenant, on s'est mis à niveau, on va faire l'inflation et on va mettre en place une politique de maîtrise des charges de façon significative. Même chose sur le personnel, mais avec un peu de décalage. 10,1 millions sur 2025, 10,9 millions l'année prochaine. Pourquoi 10,9 millions l'année prochaine ? Parce qu'on a la mise en place aussi de la piscine, et que la mise en place de la piscine, même si on avait déjà des MNS, eh bien, il y a des recrutements supplémentaires. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, on a jusqu'en 2027 l'augmentation de la CNRACL, là, les fameux coûts que l'État prend pour la retraite des fonctionnaires, qui fait que jusqu'en 2027, vous avez une augmentation encore assez significative. Et par la suite, on a une augmentation sans augmentation d'effectifs jusqu'en 2032. L'idée, c'est de faire en sorte qu'avec les moyens humains que vous avez au jour d'aujourd'hui, vous puissiez continuer à faire fonctionner correctement la collectivité. Ensuite, les atténuations de produits. Alors ça, c'est ce que la commune reverse. Elle reverse de la fiscalité. Déjà, 2,2 millions à l'État, parce que l'État avait déjà ponctionné à l'époque. Mais ça s'appelle le FPIC depuis extrêmement longtemps. 1 million. Il y a des reversements, les reversements, l'avant-dernière ligne, c'est la taxe de séjour qui est reversée à l'Office du tourisme et qui croît à hauteur de
à peu près l'inflation aussi d'année en année. Et donc, en dehors de la taxe de séjour qui augmente, pour le reste, on est sur des volumes qui ne devraient pas progresser de façon significative. Charge à caractère général, je n'ai pas d'éléments majeurs à vous donner. On a une forte croissance entre 2025 et 2026. C'est lié à la piscine. C'est lié à des coûts exceptionnels qu'on ne retrouvera pas. On a prévu aussi en 2026, au-delà du coût de la piscine, la mise en œuvre de la piscine, une subvention particulière pour le Festival de l'humour qui va peser aussi. Sur les autres charges de gestion courante, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, on est parti sur une subvention à l'Office du tourisme calculée pour maintenir le même niveau de la participation dans les prochaines années. Entre la taxe de séjour et la subvention, le niveau va être constant en volume, vous avez beaucoup de projets, et donc l'idée c'est de ne pas non plus augmenter la charge sur des événements internationaux majeurs qui n'ont pas été prévus, la refonte de la politique en faveur des sportifs de haut niveau, et pour l'instant, n'a pas été pris dans cette simulation, il faut qu'on soit bien d'accord, le parking de Côte-Brune, qui, s'il devait être réalisé, pourrait impacter un petit peu les équilibres. Mais ce n'est pas pris en compte en attendant les résultats de la consultation. Alors, sur les produits, on a été assez prudent. Globalement, vous voyez là, on a une augmentation des recettes de tout ce qui est vendu de 4,1 millions à 4,7 millions. Ça, c'est l'effet piscine pour 500 000. Et puis après, 4,7 millions, 4,740 000, 4,8 millions. Pas d'augmentation entre 2026 et 2032. On a à peu près 50 000 euros par an. Vous voyez, on a mis juste l'inflation. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'augmentation majeure en dehors de l'année 2026, puisque c'est la mise en place c'est la mise en service de la piscine. Sur la fiscalité, il faut se dire que la commune, elle avait à un moment donné des niveaux de droits de mutation. Vous savez, à chaque fois que vous vendez votre appartement, vous payez des droits chez le notaire. Et la commune en touche une partie. Et vous arriviez à des niveaux formidables, tellement il y avait un dynamisme de l'habitat, ici, mais aussi en France globalement. Vous êtes allé jusqu'à plus de 1 million de droits de mutation. En 2025, on prévoit 700 000 et on prévoit une montée en puissance progressive en considérant que le marché de l'immobilier va retrouver du dynamisme progressivement pour monter à 900 000 au-delà de 2028. On a fait des revalorisations fiscales de 600 000 euros par an. Vous avez fait plus 1,5 million entre 2022 et 2023, plus 600 000 entre 23 et 24, plus 900 000 entre 24 et 25. Nous, on prévoit 600 000. Donc ça veut dire qu'on essaye d'être prudent aussi sur la dynamique fiscale. On est parti sur l'idée, là je voudrais juste insister sur cette dernière partie, que le slide d'avant, excusez-moi, soit l'amendement auprès de la communauté de communes, enfin le fait que la communauté de communes puisse restituer les 2 millions de fiscalité, ce qui est normal, puisque c'est ce qu'elle payait avant jusqu'à l'Office du tourisme. Si cet amendement n'était pas passé, on a considéré que vous trouveriez des recettes complémentaires pour l'équilibre de votre budget à hauteur de 2 millions si la CCO arrête de vous verser les fonds de concours. Donc jusqu'en 2027, pas de problème. La CCO 2028 ne s'est pas engagée pour continuer à verser sous cette forme les 2 millions. Espérons que l'amendement passe, et sinon on fera évidemment... Tout à fait. On peut faire une petite parenthèse sur cet amendement tout de suite, comme ça sera plus simple. Simplement, cet amendement que nous avons diligenté auprès du ministère avait été validé une première fois et retoqué suite à, comment on appelle ça, Gilles, une défaillance du circuit de cheminement des... Hein, c'est un peu ça. Voilà. En fait, quand cet amendement a été travaillé au Sénat, il n'a pas été mis dans la bonne case. Donc il faut, et c'est déjà engagé pour 2025, cet amendement est reparti. On devrait avoir des séances sur ce point-là très rapidement pour qu'il soit mis dans la bonne case. Mais effectivement, la première fois, il avait été validé et comme vous êtes indépendant, vous ne pouvez pas, tant que ce n'est pas validé, dire que ces 2 millions de recettes arriveront. Mais nous, on compte bien sûr sur cet amendement. Voilà. Et puis, revalorisation de la SATA, 5% par an. Pour l'instant, déjà avec la fréquentation, je ne sais pas, mais fait prix et autres, c'est en tout cas les prévisions que vous aviez prises en termes d'évolution. Voilà pour la fiscalité. Je passe. Pour les dotations d'État, comme vous êtes une commune nouvelle, l'État
s'engage à ne pas baisser vos dotations de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Ça, c'est la garantie parce que vous êtes une commune nouvelle. On a considéré que les fonds de concours de la CCO s'arrêtaient en 2027, qui est la date à laquelle ils s'étaient engagés, mais qu'ensuite vous auriez une compensation de leur part ou des recettes. Et puis la participation de la SATA pour les navettes, 235 000 qu'on a maintenu au même niveau tout au cours du temps, de façon prudente. Il n'y a même pas d'indexation. Il reprend le sourire. Une redevance SATA plus 5% par an avec effet prix pour l'essentiel, plus que fréquentation. On a déjà une très bonne année cette année, donc espérons que ça puisse continuer de la même façon. Et puis vraisemblablement, il y aura des indexations tarifaires. Des années qui n'intègrent pas en 25-26 les restaurants d'altitude. On a vu que ça s'était cassé la figure, mais ça reviendra en 2027. Et puis globalement, on a des remboursements de tickets restaurants, je vous en fais grâce, de charges locatives de vos logements. Voilà, là aussi, pas de recettes majeures. Alors, en résultat, ça donne quoi? Et c'est ça qui nous intéresse. Les charges progresseraient de 29,2 millions entre 2025 à 33 millions quasiment en 2032, donc plus 4 millions. Plus 4 millions sur les charges et plus 6,1 millions sur les recettes. C'est ce que je vous ai dit. On a des recettes, même avec notre prudence, qui évolueraient plus vite que l'augmentation des charges, parce que, aussi, on sait qu'il y a une volonté de maîtriser les charges. C'est une des conditions, c'est qu'effectivement, il faut réussir ce pari, et je sais que vous avez toute l'intention et que vous y mettez les moyens, de maintenir ces charges courantes au niveau de l'inflation. Et du coup, en faisant ça, on a des recettes qui vont plus vite que les dépenses, qui vont nous permettre de payer la dette et surtout d'améliorer la situation de 2025, qui est une situation un peu tendue. Je passe à la dernière slide, parce qu'après on va me dire que j'ai dépassé mon temps. L'excédent brut d'exploitation, donc c'est l'écart entre les recettes et les dépenses. C'est le premier gris. 5 857 000 en 2025, 8,4 millions en 2032. Donc je mets de plus en plus d'argent de côté entre mes recettes et mes dépenses, parce que mes recettes vont plus vite que mes dépenses. Et une fois que j'ai payé l'emprunt, je vous ai dit en 2025, il me reste 3,2% de mon salaire. Si je disais que les recettes de la ville, c'était mon salaire, je mets que 3% de mon salaire de côté. À horizon 2032, je mettrai 10% de côté. Je vous ai dit, en 2024, on était à 8%, on est plutôt content. 2031, on a atteint l'objectif nécessaire. 2032 est presque trop beau. Mais enfin, d'ici là, il y aura peut-être eu des choses, considérant qu'en tout cas, on améliore la situation d'année en année. Dès 2026, on sait qu'on a des charges exceptionnelles en 2025. Il faut qu'on atteigne 7% des recettes qui deviennent du cash. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné avec un niveau d'annuité. Vous le voyez, l'annuité, c'est la première ligne en jaune. Aujourd'hui, elle fait 4,7 millions. Malgré la politique d'investissement et les emprunts, en 2032 ou 2031, on arrive à 4,7 millions aussi. Donc l'annuité n'augmente pas. Pourquoi l'annuité n'augmente pas? Parce que il y a beaucoup d'emprunts qui s'arrêtent, il y a beaucoup d'annuités qui s'arrêtent et que les nouveaux emprunts vont remplacer les anciens et que vous êtes dans une courbe plutôt favorable d'arrêt des anciens emprunts. Voilà ce que je pouvais vous dire, monsieur le maire, et présenter ce soir. Écoutez, merci. Si tu veux juste revenir sur la slide d'avant, parce que vous avez été très bon, monsieur. Je voulais quand même juste revenir sur cette slide, puisque pour moi, ce qui est important, bon, bien sûr, c'est jusqu'à 2032, puisque vous avez parlé de 75 millions d'euros d'investissement, mais on sait je sais personnellement, et toute l'équipe le sait, on est bien conscient, c'est qu'il y a une échéance aussi 2026. Et moi, ce qui m'importe, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est de laisser une situation saine en 2026. Donc là, vous avez l'exemple, vous vous rappelez les annuités, hein, c'est le nombre d'années qu'il nous faudrait pour rembourser notre emprunt. La ligne rouge, à l'époque, par la DGFiP et par les services de la préfecture, était à 12 ans. Mais au regard des investissements que l'on souhaite porter pour la commune, pour la station des Deux Alpes, ils se sont dit, j'espère qu'il n'y a personne de la préfecture, ils se sont dit, oulala, j'ai peur qu'ils aillent trop vite, on va baisser le seuil d'endettement. Ils nous l'ont placé à 8. Donc, si vous regardez bien, en continuant dans cette perspective, on n'arrive pas une seule fois, enfin on arrive à 8 cette année, bien entendu, 8,6, puisque au début c'était 12. Mais vous avez vu la descente
2026, c'est cette année 4. Et puis, si ça va, on ne sait jamais, hein, jusqu'en 2032, eh ben, ça nous permettrait d'avoir une capacité de reprendre de l'investissement. C'est ce que je vous avais dit une fois dans la première réunion publique. C'est on peut faire des investissements par cycle, comme ça. Alors, comme vous l'avez bien précisé, bien évidemment, il ne faut pas que je devienne fou ou que Eric devienne fou aux manettes des finances, parce que c'est le fonctionnement qui nous permet, si on en prend soin et qu'on le travaille, c'est ce qui ressort du fonctionnement qui nous permet d'investir. Si on a trop de fonctionnement, qu'on embauche à tout va, bien évidemment que la capacité d'investissement va diminuer. Donc nous, aujourd'hui, ce que l'on cherche à faire, déjà par la validation par un cabinet extérieur, eh bien, c'est prouver notre gestion en bon père de famille. Tu vois, je l'ai dit, Eric, bon père de famille. Voilà, l'objectif, il est là, mesdames et messieurs, et pas vous promettre mondes et merveilles. Je rappellerai que le contrat d'engagement, parce que moi, ce que j'appelle pas ça un plan de mandat, parce que je regarde la station des Deux Alpes, je ne regarde pas moi, personnellement, ou l'équipe, c'est pour la commune, c'est pour que la commune prospère économiquement, socialement, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. On essaye de prévoir l'avenir de tous les équipements qui nous manquent, de tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que ça a été transparent et je rappelle que les ambitions que l'on porte, toutes et tous, même s'ils ne disent pas grand-chose, ils n'aiment pas parler en public, eh bien, sont vraiment pour faire avancer notre station des Deux Alpes. Voilà la partie finance et je vous remercie de votre sincérité. Vous avez été cash, hein, c'est un cabinet, on ne leur a pas donné de dessous de main, hein, ils disent vraiment ce qu'ils pensent et ce qui existe. Ce sont des professionnels que vous connaissez d'ailleurs très bien, Fabrice, au niveau de la SATA. Voilà, merci pour cette présentation qui était très bien faite. Une autre chose que je voulais rectifier, l'accord que nous avions eu avec le comptable de l'époque sur les 10 années qui s'éteint aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les emprunts toxiques de l'époque. C'était au contraire sur des taxes impayées et de la commune et de notre ancien délégataire de l'époque qu'il a fallu ajuster sur 10 ans et ils nous ont permis eh bien, de les financer tout doucement, 160 000 € par an, divisé en 2 tous les 6 mois, tellement on avait beaucoup de sous. Voilà. Allez, on passe maintenant dans les projets. Alors le premier grand projet, vous l'avez toutes et tous certainement en mémoire, eh bien c'est pour la première tranche de la réflexion de l'avenue de la Muselle. Alors cette première tranche qui devait aller de la mairie jusqu'au point I, bien évidemment, toutes les études sont finalisées, hein, on ne l'a pas fait au dernier moment, je vous rassure, ça fait 1 an et demi que les équipes sont dessus. Malheureusement, je dis bien malheureusement, eh bien, nous avons été obligés pour cette première tranche de rendre l'appel d'offres infructueux. Pourquoi infructueux? Puisque tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises qui ont répondu. Et celles qui ont répondu ont fortement augmenté les prix. C'est marrant avant les élections. Plus d'1 million d'euros supplémentaires sur un budget de 3 millions. Je pense que raisonnablement, eh bien, il nous fallait déplacer ce projet après les élections. Ce sont ce que l'on a vu juste avant, hein, une gestion des finances publiques, que l'on souhaite faire de la politique ou pas. Eh bien, nous, on regarde d'abord l'intérêt général. Donc, par contre, cette année, il y aura quand même des petits travaux, on va dire des petits travaux avec pas beaucoup de poussière. Ce sont les réseaux d'eau potable qui vont être faits. Ça nous avancera un peu sur le programme, mais là, on est obligé de les faire parce que les réseaux sont en très mauvais état. Et certainement aussi eh bien, le pluvial. Mais ça, je laisse à nos experts de décider de ce qui sera fait. Donc, cette première tranche de l'avenue de la Muselle sera décalée pour le début de l'année 2026. Néanmoins, ça ne va pas nous empêcher de vous présenter le retour des études et ce que ça va devenir, l'avenue de la Muselle, demain. Allô? Voilà. Alors là, c'est un petit film. Je pense qu'il y a une petite musique, mais tout à l'heure, il n'y en avait pas. On peut remercier Stéphanie, hein, notre adjointe à la communication, qui, elle, a inséré une petite musique, parce que sans musique, c'était un peu tristouné, j'aurais été obligé de parler tout le long. Mesdames et messieurs, eh bien, le projet de l'avenue de la Muselle, déjà pour la première tranche,
Voilà, mesdames et messieurs, je vous avais... Alors, je suppose qu'il va y avoir des questions sur ce sujet-là, parce que vous avez tous remarqué qu'il manquait quelque chose sur cette vidéo. Mais on va y rectifier tout de suite avec la seconde diapositive, parce que vous avez remarqué que les voies cyclables n'étaient pas tracées, il y a des pistes cyclables. Donc ça permettra à certains réseaux sociaux de mettre leur page à jour. Ça, c'est la présentation de la coupe transversale de l'avenue de la Muselle, où vous voyez le passage piéton, bien sûr la piste cyclable, avec des largeurs définies. Ne me demandez pas combien ça va mesurer, on demandera aux techniciens, bien sûr. Avec les stationnements parallèles, même adaptés pour une station de sport d'hiver, et surtout une circulation avec des voies qui font 6,60 mètres et non pas 6,20 mètres. Donc deux bus se croisent facilement, sans s'arrêter, et voilà donc ce que sera la vision de l'avenue de la Muselle. Donc la première tranche, c'est cette vision-là, la deuxième tranche, ça sera la même présentation, et bien sûr la troisième tranche jusqu'à la place de Venosque. Sans oublier l'entrée de la station qui fait partie d'un autre programme. Alors je ne me rappelle plus, Jean-David, dans quel le point I, là, dans quelle tranche c'est? C'est la tranche 2? C'est une tranche à part? C'est une tranche à part, mais qui est inclus dans la deuxième, je crois. Bon, bref, où tout l'espace de l'entrée de la station, le point I, tout ça, eh bien, ça va aller dans ce sens-là. Ça va être, en clair, le point I rasé, et il va y avoir des modifications sur l'entrée. Donc, alors ça, c'est pour la canalisation de l'eau potable. Bien évidemment, nous avons souhaité vous mettre le calendrier parce que c'est important pour vous que vous puissiez savoir ce qui va se passer. Donc ça commence là en avril 2025, enfin fin avril 2025, et c'est libéré juillet et août. Hein. Libération terrassement juin, juillet, août. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de travaux, je vais dire surtout du 10 juillet jusqu'à la fin août. Voilà, mesdames et messieurs, en ce qui concerne l'avenue de la Muselle, on vous propose donc de reporter ce projet à l'année 2026, ou en espérant que nous aurons plus de participation au niveau des entreprises. Un deuxième projet qui nous tient à cœur, eh bien, c'est l'avancement de la projet de maison de l'enfance unique au centre de la station. Vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu dispersé. Il y en a à la maison de la montagne, il y en a à la maison de l'enfance. Donc, on va regrouper un petit peu tout ça là-bas au sein d'un même endroit unique, ce qui nous favorisera une gestion plus efficace de l'ensemble de ces équipements. Nous avons donc lancé un concours de réalisation de ce pôle unique qui regroupe la crèche-garderie, le centre de loisirs, la cuisine centrale, et complété, bien sûr, dans ce bâtiment de logement à l'étage, puisque l'objectif de la commune est de s'appliquer à elle-même ce qu'elle souhaite imposer aux autres, c'est de construire aussi des logements pour les travailleurs, pour ceux qui y travaillent. Voilà. On peut rappeler que cette maîtrise d'œuvre a récemment été attribuée à l'agence Dobble, et nous nous sommes fixés un budget aux alentours de 6 millions 17 plus précisément, et la livraison est prévue pour 2027, pour octobre 2027. Ce projet a été construit avec le personnel de la crèche garderie, car bien évidemment, qui sont les mieux placés pour nous dire ce qu'il leur faut pour améliorer les conditions de travail, mais aussi surtout eh bien, pour les enfants. Donc ce projet-là, pareil, est parti. Et toutes les études sont réalisées. On en est maintenant bientôt aux travaux. Donc prévision 2027. Vous avez le calendrier. Voilà en ce qui concerne la maison de l'enfance. Et un dernier projet que vous attendez toutes et tous, et après si vous le voulez, eh bien, nous passerons aux questions-réponses et nous serons là pour bien sûr essayer de répondre au mieux à toutes vos interrogations. Donc voilà, ça c'est la vision de la maison de l'enfance, pardonnez-moi. Et bien sûr, notre piscine patinoire qui nous crée du fonctionnement, hein, n'est-ce pas, monsieur? Et oui, parce que forcément, vous savez, dans la gestion des finances publiques, enfin, comme dans les entreprises, hein, de toute façon, ce n'est pas l'investissement qui coûte le plus, c'est ce qu'on va mettre dedans, et c'est le fonctionnement, la charge de fonctionnement. Et effectivement, piscine patinoire, on ne dirait pas comme ça, mais ça demande beaucoup de monde à l'intérieur, puisque les normes de sécurité ont changé aujourd'hui. Ça demande aussi beaucoup de fonctionnement pour chauffer l'eau, et ainsi de suite, pour tout ça.
Mais grâce à tout ça, vous avez pu voir la présentation financière, eh bien, on peut tenir nos objectifs. Alors, ce ne sera pas une ouverture non-stop de 7 h du matin à 23 h, comme les navettes, je vous dis tout de suite. Nous adapterons le fonctionnement pour une bonne gestion de ces équipements au niveau de la masse salariale. Alors, sans passer tous les détails, je le rappelle que l'acquisition s'est faite grâce au protocole. Ah, j'ai oublié de dire aussi avant pour la maison de l'enfance, si on peut la faire au même endroit qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi grâce au protocole, puisqu'il y avait aussi un terrain qui était en bien propre à Deux Alpes Loisirs à l'époque. Et comme on a tout repris, tout racheté, eh bien, ça nous permet de faire ce bâtiment là-bas, à cet endroit-là. Donc, piscine patinoire. La piscine patinoire, alors, livraison pour 2025. Quand on dit 2025, c'est fin de la saison. Un investissement pas des moindres, malgré tout, puisque entre 5 et 6 millions d'euros, il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a les bassins qui sont aux normes PMR, avec chauffage optimisé. Il y a un nouveau système de motorisation des bassins. Et bien sûr, la patinoire, c'est remplacement de l'ensemble du système de réfrigération qui n'est plus aux normes aujourd'hui. Et bien, tout ça va avoir un coût, bien évidemment, géré, mais aussi surtout un calendrier, si tu veux nous le mettre. Voilà. Peut-être Stéphane a une petite précision quand même, oui, sur les bassins. On va baisser les volumes d'eau, bien sûr. Et sur la patinoire, on a fait quand même une étude pour envisager aussi la transition avec du roller. Sur les périodes d'été, bien sûr, et de fin de saison en fonction de la température. Voilà, Xavier a raison de le préciser. Je l'aurais presque oublié tellement c'était évident pour nous. Mais réchauffement climatique oblige et protection de l'environnement. Dès qu'on atteint des températures trop hautes, eh bien, on fait fondre la glace et puis derrière, on fait du roller. Donc voilà, c'était l'objectif. Et puis suppression, bien sûr, du système de bâche qui permettait de protéger la patinoire, vu qu'on n'en aura plus besoin. Oui, puis elles sont foutues. Et ça coûte trop cher. Voilà le rétro-planning, mesdames et messieurs. Vous l'avez en face de vous. Je vois souvent des interrogations sur les réseaux sociaux. Enfin, tout du moins, on m'en parle parce que je ne vais plus voir les réseaux sociaux. Avril 2025, bien sûr que on consulte les entreprises. L'analyse des candidatures, c'est en mai. Préparation du chantier, juin-juillet. Et travaux, puis ouverture de juillet à novembre. On a toujours l'impression que c'est un peu court comme délai, mais ce qui nous arrange beaucoup, c'est que l'ensemble de la structure des bâtiments, bien entendu, de la patinoire aussi, mais aussi de la piscine, sont en très bon état. Donc on n'a pas de travaux gigantesques, malgré les 6 millions. On n'est pas obligé de casser les bassins, on n'est pas obligé de tout refaire. On reprend ce qu'il y a à l'identique, on le refait à neuf. Bien sûr que les plages, ce sera plus que vous avez connu auparavant. Ce qui nous permet de gagner du temps. Et entre juillet et novembre, eh bien, les entreprises auront le temps de tout faire. Et nous serons ravis, mais alors vraiment ravis, d'inaugurer cet équipement en début de saison d'hiver. Je regarde toute l'équipe parce qu'ils ont tous bien œuvré à mes côtés. Et je peux vous dire qu'on s'est donné à fond sur tout ça. Donc, nous étions engagés. Eh bien, on dit comme ça, on l'a fait. Voilà, mesdames et messieurs, cette réunion publique est maintenant terminée. C'est les plus grands sujets que l'on souhaitait vous présenter, notamment le plus important, parce qu'on ne veut pas raconter le blabla, c'était les finances publiques. Il était important qu'on puisse se faire valider ça par un cabinet extérieur que je remercie encore et que je salue pour atteindre tous nos objectifs. Et vous vous rappelez, dans le plan de mandat, il y a quand même de forts objectifs, de gros objectifs d'investissement qui nous permettront à nous, la Station des Deux Alpes, et grâce aussi, et je salue encore SATA Group pour tout ça, on passe dans une nouvelle ère. Et je vous remercie toutes et tous. Et si vous avez des questions, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Vous, au premier rang, vous n'avez pas le droit. Sur l'augmentation, les 10%, ce n'est pas la peine. Voilà. Monsieur, alors je ne sais pas si on n'a pas le petit cube, là. Attention à la tête, parce que je ne sais pas si c'est mou, mais ça peut être dur. Attention. On parle où? Ah, très bien. Bonjour, monsieur le maire, dans la station depuis 1974. Concernant la crèche, est-ce qu'il y a un risque que le permis soit attaqué du fait d'un changement de l'enveloppe des bâtiments?
Oh, le permis, mais tous les permis sont... Alors, Non, mais le point particulier, c'est élévation du bâtiment plus haut que ce qu'il est actuellement, nouveau bâtiment, ouais. Annexe, etc. Alors, etc. si on peut revenir sur la slide, mais il me semble qu'il n'est pas très haut le bâtiment, hein, puisqu'on a essayé de préserver aussi, bien sûr, l'environnement direct, hein, les copropriétés aux alentours. Je ne sais pas si vous voyez, mais il fait un étage et demi. Un étage et demi, pardon. Il n'est pas très haut. Mais alors par contre, je tiens à vous rassurer, de toute façon, qu'il soit ras du sol ou qu'il fasse 60 mètres de haut, il y aura toujours des recours. Il y a toujours des recours, c'est systématique maintenant sur les permis de construire. Il y a toujours des recours qui font parfois perdre du temps et d'autres qui se règlent très rapidement. Mais voilà. Donc là, sur cette vue d'architecte, on est grosso modo dans les mêmes élévations que le bâtiment actuel. Comme ça, je ne réponds pas moi. Dites. En fait, il ne s'élève pas beaucoup, mais il va s'étendre un peu, mais pas forcément s'élever. Merci de votre réponse. Voilà. En fait, on ne voit pas la perspective, c'est que derrière, il y a une aile qui repart vers l'ancien centre de loisirs. Vous voyez, voilà. C'est surtout là où on gagne de la place. Merci. Je vous en prie. Oh, pas de questions ? Pas d'autres questions, mesdames et messieurs ? J'ai été si clair que ça ? Alors ça va battre tous les records, alors. Où ça ? Tout ? Ah oui, alors là, il faut un bras musclé. Hop. Écoutez, c'est pas bien grave, je pense que j'ai une voix qui porte suffisamment. Je suis aux Deux Alpes depuis 78. Merci. Oui, donc on habite au Tyrol et je voulais savoir quel était le projet concernant l'équipement des parkings. Le parking des glaciers, c'est ça ? Le parking qui a été prévu effectivement derrière le Tyrol. Parking de... Oui, pardonnez-moi, le Tyrol, c'est de l'autre côté. Parking des glaciers... je ne sais pas pourquoi j'en veux à ce parking des glaciers. Alors, déjà, première chose, nous allons très prochainement lancer une consultation à la population, chose à laquelle nous étions aussi engagés, pour savoir demain, là où nous allons parler de projets de parking. Est-ce que ça sera sur le parking des glaciers ? Est-ce que ça sera sur le parking de Côte-Brune ? Ou est-ce que ça sera pas du tout ? Donc ça, cette consultation, on suivra l'avis de la population. On fait un peu comme à Paris, vous savez, on lance des trucs comme ça, et on suit l'avis de la population. Concernant si demain, il se faisait sur le parking de Côte-Brune, votre inquiétude, je suppose, c'est la hauteur. Entre autres, oui, mais surtout le passage des véhicules. Le passage des véhicules. Le passage de véhicules se fera uniquement par la voie actuelle, où bien évidemment, il n'y aura plus de stationnement, la voie sera plus large pour permettre justement l'entrée au parking. Sinon, le parking, c'est la reprise du projet qui avait été initié en 2019, repris aussi avec des améliorations et des bâtiments sous le mandat précédent après 2020. Et là, nous, on a repris cette étude-là. Ce parking, lui, il n'excédera pas 50 cm, si je me trompe, ou 1 mètre du front de neige. Par rapport au front de neige. 1 mètre. Allez, on va exagérer, 1 mètre du front de neige. Et dessus sera créé des jardins d'enfants et pourquoi pas l'hiver, un piste, espace luge. Voilà, un espace luge pour les enfants. Voilà. Sinon, l'accès se fera bien sûr par la rue des Côtes-Brunes, et pas par ailleurs. Ça sera un sens aller, un sens retour, mais il n'y aura pas de sortie ou du côté du plein sud ou sur la propriété à côté, ainsi de suite. Il n'y aura qu'une entrée et une sortie. Bien, merci pour votre réponse. Concernant les parkings d'une manière générale, qu'en est-il effectivement? Il était prévu effectivement de construire éventuellement un parking à l'entrée de la station. Qu'en est-il? J'ai pas compris, monsieur. Oui, il était prévu effectivement éventuellement la construction d'un parking à l'entrée de la station. Ouais. Qu'en est-il? Alors, si le choix s'orientait sur un parking à l'entrée de la station, là aussi, pareil, ce sont des étages enterrés. Il sera enterré, ce parking. Hein. Il n'y aura pas d'immeuble dessus, puisque l'objectif premier de notre équipe, c'était de limiter toutes ces constructions
et là-bas, justement, de l'utiliser comme parking. Donc, on ne va pas mettre quelque chose dessus. Ça sera 2 étages, par exemple, mais enterrés, qui arriveront à peu près, allez, je sais pas, on n'a pas travaillé là-dessus, hein, mais qui arriveront à peu près au niveau du parking actuel, voire un peu plus haut, mais sans plus. Ok, Pour merci. l'instant, il n'y a pas de projet défini sur un futur emploi. Il n'y a pas, on va dire, le projet global parking des glaciers. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. C'est suite à la consultation. Si on doit s'orienter sur le parking des glaciers, sur son aménagement, eh bien là, on lancera toutes les études et nous ferons des propositions, bien sûr, à la population. Merci pour votre réponse qui était tout à fait claire. Le parking des glaciers, la consultation commencerait quand? Alors, c'est au mois de juin, Jean-David. Hein, mois de juin. Vous allez tous revoir un courrier. Alors, vous pourrez voter électroniquement, hein, c'est-à-dire on va sur Internet, on pourra faire comme ça, ou on pourra venir en mairie, hein, c'est ça, il y aura une urne, il y aura des élus et du personnel pour accueillir tous ceux qui votent. Et c'est comme un appel d'offres. Après, il y a un bureau qui est constitué, ce qu'on appelle une CAO, vulgairement, qui analyse toutes les offres et qui, elle, va dire il y a tant de voix pour le parking des glaciers, tant de voix pour Côte-Brune et tant de voix pour rien du tout. Et on s'orientera sur la perspective du choix des habitants. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Ouais. Si on peut faire redescendre le cube. Oui, le micro. Sans éborgner tout le monde. Attention à la tête. Attention au cube. Regardez derrière vous. Sophie, regarde derrière toi. Hop. Denis, c'est pas grave. Merci. 3 petites questions. Cette réunion est intéressante. On a bien abordé les questions essentiellement de la station. Est-ce qu'il est prévu ce type de réunion à Mondlan Village et à Venosque? Deuxième question, alors que dans les programmes qui avaient été distribués, on parlait du lac de la Murat, on ne parle plus du lac de la Murat. Par contre, je crois que c'est pratiquement plus possible, mais des bruits qui courent comme quoi on pomperait l'eau du barrage du Chambon pour l'enneigement de la station. Est-ce que c'est vrai? Dernière question, j'ai perdu la dernière. Je ne vais pas m'en rappeler, mais comme ça tu te rappelleras de la troisième pendant que je me rappelle les 2 premières. La première question et réponse, c'est oui, on va organiser dans les villages de Mondlan et de Venosque, bien sûr, des réunions publiques en fait, on va repasser ça. On va trafiquer les chiffres, on ne fera pas revenir monsieur, hein, mais tant pis. Donc, on va aussi expliquer aux gens des villages tout ça. Ensuite, ta deuxième question, tu vois, je l'ai déjà oublié, ta deuxième question. Lac de la Murat ou éventuellement pompage dans le barrage du Chambon. À lac de la Murat, on m'a dit que sur certains groupes réseau machin, il paraît qu'on avait lancé des travaux sur le lac de la Murat et tout ça. Alors écoutez, le lac de la Murat, pour être très clair, il y a des études qui ont été faites en 2022. C'est 2022, hein, Jean-David, hein, voilà. Les chiffres sont apparus en 2023, bien sûr, quand c'était nous, et on a repris ça en se disant, tiens, ça y est, c'est 2023, ils ont relancé le lac de la Murat. Non, c'est faux. Ça fait une petite mise à jour là pour tous ceux qui m'écoutent. Le lac de la Murat, c'est pas abandonné. On continue toujours ce projet, mais on sait très bien qu'on n'arrivera pas à aboutir. Pourquoi? Parce que déjà, on connaît tous ces problèmes liés à ces retenues collinaires. On sait que dans le SCOT est mis que essentiellement pour une réserve d'eau potable. Mais on sait qu'on ne va pas reprendre 15 fois ce dossier. Il y a un moment, il faut qu'on passe aux choses sérieuses, parce que là, on parle de 50 ans, les 50 années qui arrivent devant nous. Et il y a toujours une économie à trouver pour la commune, pour la station de Deux-Alpes. Il y a toujours des gens à faire travailler, toujours des gens à faire manger, à se loger, etc. Donc, effectivement, nous travaillons sur un autre projet, qui d'ailleurs est lancé aujourd'hui, mais ça ne sort pas de l'Oisan, il ne faut pas le dire. Hein, Gilles? Sur un apport d'eau entre le barrage du Chambon et le grand plan du Sauté. Tu vois, je t'ai tout dit, j'en ai dit beaucoup. Et ta troisième question, c'était? Troisième question. Dans le SCOT, il est prévu quelques ascenseurs valéens, notamment celui qui relierait le Fresnay à Mondlan. Certainement, il y aura et très souvent, ces ascenseurs valéens sont pilotés par les communes concernées.
il y aura à la fois des coûts d'investissement qu'on n'a pas vu apparaître dans ce dossier et surtout également des coûts de fonctionnement. Comment se positionne la collectivité locale par rapport à ce projet qui est dans le SCOT de Loisan? Alors, concernant ces ascenseurs valléens, il y en a un entre Bourdoisan et l'Alpe d'Huez, il y en a un qui s'est fait entre Almont et Auze, et il y a celui du Fresnay, entre le Fresnay et Mont-de-l'An-Village. Moi, je ne suis ni pour ni contre ce projet. Simplement, je dis, à partir du moment où un maire, ou une collectivité, ou une population souhaite ce type d'appareil, d'ascenseur valléen, ben, je ne m'y oppose pas. Je reste plutôt pragmatique en me disant, c'est à la population de cette commune de dire oui ou non s'ils le veulent ou pas. Or, en l'occurrence, eh bien, cette population, d'après ce que j'ai compris, du Fresnay-Doisan, souhaite avoir cette remontée mécanique-là. Donc, on a dit, on le conserve dans le SCOT, on conserve cette liaison entre le Fresnay et Mont-de-l'An dans le SCOT. Maintenant, derrière, bien évidemment, il y a un investissement. Cet investissement, il va falloir soit trouver des partenaires, soit trouver quelqu'un qui va bien vouloir le faire et le payer, bien sûr. Là, en l'occurrence, c'est un deuxième débat. Une fois qu'il sera construit, enfin tout du moins bien avant, il faudra aussi étudier, comme tu l'as dit, les coûts de fonctionnement, parce que mettre une remontée mécanique, ça a un coût, certes, mais après pour le piloter, l'électricité, enfin je parle des pros, l'électricité, la masse salariale, tout ça, les maintenances, ça coûte très cher. Donc là, pour l'instant, en l'occurrence, et je parle sous le contrôle de Guy Vernet qui n'est pas là, notre président de la communauté de communes, faut d'abord trouver les moyens de gérer le fonctionnement avant de prévoir l'investissement. C'est en parallèle, je pense que les études continuent à avancer, et pareil pour la remontée mécanique entre Bourdoisan et Huez, mais tout cela porte encore des interrogations, mais je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Mais c'est inscrit dans le schéma de cohérence territoriale. Je rappelle que le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. C'est un gros plan local d'urbanisme sur l'ensemble de l'Oise. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? Ah, monsieur, pardon. Moi, j'habite au Rochail, là, et je suis sur les Deux Alpes depuis 1974. Votre projet de piscine, en fait, c'est refaire la piscine d'il y a quelques années et refaire la patinoire d'il y a quelques années. Est-ce que ça manque pas un peu d'ambition en termes de système un peu aqualudique ou que l'on rencontre maintenant dans la plupart des grandes stations, puisque les Deux Alpes doivent faire partie de ces grandes stations? Alors, manquer d'ambition, vous êtes le premier à me le dire, parce qu'avec 75 millions d'euros d'investissement, je ne pense pas qu'on manque d'ambition. Par contre, vous avez raison. On s'est projeté aussi sur un centre aqualudique en se disant on pourrait faire un centre aqualudique. L'investissement du centre aqualudique, c'est plus du tout les mêmes coûts. On n'est plus entre 6 et 7 millions d'euros, puisque là, un centre aqualudique, on va dire traditionnel, c'est minimum 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, c'est quand même un coût, c'est quand même une charge, on l'a entendu, avec des coûts de fonctionnement bien plus importants. Néanmoins, nous, on ne l'a pas prévu dans un premier temps, mais on s'est dit on va réhabiliter cet équipement en permettant demain de récupérer certains éléments pour que ça ne soit pas gaspillé. Par exemple, les bassins sont en inox, il suffit de les enlever, de les reprendre et tout peut être porté. Mais ça, je pense qu'on laissera aux générations à venir, enfin aux futurs conseils municipaux peut-être, de voir ce qu'il est possible pour faire. Alors, ce qui ne nous a pas encouragé à faire un centre aqualudique aujourd'hui, c'est que dans beaucoup d'hôtels aux Deux Alpes, dans beaucoup de lieux de résidence, eh bien, il y a tous ces équipements aussi. Alors, pourquoi pas? Demain, on pourrait très bien imaginer un centre aqualudique aux Deux Alpes, mais il faut bien penser une chose, c'est qu'un centre aqualudique, c'est jamais bénéficiaire. C'est un gros coût pour la collectivité et c'est peut-être aussi un surcoût pour les impôts, ou alors il faut tripler le stationnement payant. Non, mais pour revenir quand même à ce centre aqualudique, il y a aussi une question à se poser sur les stations qui en ont fait et qui aujourd'hui, pas dans leur totalité, mais pour certaines, ils aimeraient bien s'en débarrasser.
Donc il ne faut pas aller trop vite. Je pense que c'est un peu comme les parkings, on a le temps de la réflexion. Surtout, ce qu'on voulait, c'était réouvrir la piscine le plus vite possible et la patinoire le plus vite possible. Maintenant, on aura le temps de la réflexion. Si on voit que ce n'est pas cohérent et qu'elle n'a pas de succès, on sera toujours à temps de corriger la copie. À titre d'exemple, monsieur, la patinoire éphémère, parce qu'on n'a pas eu trop de chance quand même, hein, la patinoire éphémère que l'on met sur Venosque Village, eh bien, va nous coûter 340 000 € par an. Vous imaginez, vous avez vu les prix de l'achat de la piscine patinoire, c'était 1,6 million. On fait vite le calcul, la patinoire aurait été vite achetée. La piscine patinoire aurait été vite achetée. Mais 340 000 €, il faut dire qu'aujourd'hui, on en a une sur la station, on en aura une de plus sur Venosque, puisque comme le Vénéon est parti et nous a enlevé la piscine qu'on avait refaite à neuf aussi à cette époque-là, on ne pouvait pas laisser les habitants de la vallée du Vénéon sans rien. Donc vous voyez ce coût supplémentaire, c'est pour ça que monsieur disait que une fois qu'on aura la piscine ouverte aux Deux Alpes, ben on aura déjà plus ces frais de piscine patinoire, de piscine éphémère. Voilà. Mais vous avez raison, ça peut partir aussi dans un centre aqualudique, mais ce sera le choix de la population demain. Nous, aujourd'hui, on ne l'a pas intégré. Je pense qu'on parle de ça. Si en 2032, par exemple, on a tout réalisé ce qui nous manque, hein, les parkings, l'avenue des Muselles, la maison de l'enfance, la maison médicale aussi, parce qu'il y a un gros projet de maison médicale au centre de la station. Et bien, une fois que tout sera réalisé, bingo, on peut se dire, allez, on fonce sur un centre aqualudique. Et on fait un centre aqualudique à la place de notre piscine patinoire, pourquoi pas. Mais c'est pour demain, pas pour tout de suite. Oui. Oui, vous avez parlé de votation, donc de votation, d'organiser un référendum pour les choses. Est-ce que les propriétaires d'appartements, mais qui ne sont pas résidents, seront associés à cette... alors c'est la population locale, c'est la population qui le vote. Oui, c'est la liste électorale en fait. C'est la liste électorale. Ce sera la liste électorale qui sera pour ceux concernée par sondage. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous viendrez me le dire, je tiendrai une petite comptabilité à côté. On n'y manquera pas. Non, c'est vrai qu'après, on a été obligé de se limiter à ça dans la consultation parce que, vous savez, comme tout, hein, c'est comme toutes les pétitions, des fois c'est au Canada où ils vous répondent non, je ne veux pas de piscine, quoi. Vous voyez, je préfère que ce soit ceux qui résident ici qui puissent eux-mêmes s'exprimer. Désolé de vous décevoir. Ou alors il faut vous inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est autre chose. Y a-t-il d'autres questions, mesdames et messieurs? Là, sur la gauche, s'il vous plaît. Ah, attention à la tête. Actuellement, sur Champamé, il y a une pelleteuse côté ESF Piu-Piu, côté sable. Comme il était question à un moment de faire un parking quand la maison de santé ouvrirait, est-ce que c'est simplement remettre du sable pour le beach volley ou c'est déjà des prémices maison de santé Non, alors, parking. Alors pas d'affolement. Là, c'est essentiellement une réhabilitation du beach volley et une création d'un nouveau beach volley qui va se trouver juste au-dessus. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre surprise. Merci. On ne fait pas de résidence de tourisme, rassurez-vous. Non, pas dans un premier temps. Après, on sait pas. Non. Il n'y a pas de risque. D'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, il est 20h. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous nous croyez. Et on est prêt à s'engager pour vous. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.